Je vous dirai ensuite 2 mots de la prochaine conférence après qu'il se soit exprimé. Et Jean-François Michaud va vous faire une petite présentation sommaire de Patrick Buisson, si c'est utile. Oui, je ne sais pas si c'est très utile, comment d'ailleurs oser présenter Patrick Buisson, mais pour ceux qui ne connaissent pas très, très sommairement, vous êtes né en 69, vous avez été... 49, hélas, je voudrais bien. Tout de suite les compliments. 49, pardon. Vous avez été étudiant en histoire à Nanterre, vous avez participé à un syndicat étudiant qui s'appelait la Fédération nationale des étudiants de France, syndicat anti-gauchiste, au moment de 68, vous étiez encore à la faculté de Nanterre, enseignant pendant quelques années. Ensuite, on vous retrouve au journal Minute, entre 80 et 87, les grandes heures du journal Minute, où vous avez assuré la direction de la rédaction, puis à Valeurs Actuelles pendant 6 ans, de la même façon directeur de la rédaction. Du point de vue politique, vous avez été le conseil de Philippe de Villiers pendant la campagne des européennes de 94. Le score fut de 13% pour ceux qui l'ont oublié, et ce groupe avait envoyé 20 députés à l'Assemblée européenne. Ensuite, pour les présidentielles de 95, le score fut un peu moins honorable, 4,75%. La télévision a été un de vos domaines d'activité. Vous avez été un chroniqueur acéré sur de nombreux plateaux de télévision, dont LCI. Tout le monde s'en souvient, enfin en tout cas pour les plus vieux d'entre nous, à la fin des années 90. Et là où déjà on perçoit des qualités de rhéteur assez incontestables. Pour la petite et la grande histoire, vous resterez comme le conseiller influent de Nicolas Sarkozy, après avoir prédit la victoire du non au référendum de 2005 et conçu très largement, je crois qu'on peut le dire, sa stratégie de victoire en 2007. Tout le monde connaît la suite. Ces temps seront l'objet de votre livre, La cause du peuple, qui est encore en vente ici d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas, qui restera, comme à mon avis, à notre avis, la clé de compréhension indiscutable de ce quinquennat qu'on va qualifier de raté. Mémorialiste au grand talent littéraire, diront certains critiques. Ensuite, vous assurez depuis 2007 la direction de la chaîne Histoire du groupe TF1. Vous produisez beaucoup de choses, dont des films documentaires. Le dernier qui s'appelle Allez-y sans moi, qui est une ode subversive aux antimodernes et aux subversives de toute nature, littéraire et philosophique. Je n'oublierai pas toute votre œuvre littéraire qui serait trop longue à citer, de Sacha Guitry à la guerre de Vendée, en passant par la Grande Guerre, les guerres coloniales, et un ouvrage très original sur les années d'occupation qui s'appelle 40-45, années érotiques. Voilà, exactement. Enfin, pour conclure cette très sommaire présentation, et pour paraphraser une des phrases du nouveau président qui parle de ruissellement, en vous invitant, on en était sûr, je suis sûr, en tout cas moi personnellement, cher Patrick Buisson, qu'il y a une chose avec vous qu'on ne va pas rater, c'est le ruissellement d'intelligence. Voilà. Merci. La barre est placée très haut. Merci, cher Jean-François. Merci, cher Alain, d'abord de m'avoir invité. Moi, je suis très heureux d'être à Bruxelles ce soir. Et très heureux que cette réunion ait lieu sous les auspices du cercle Paul Vendôme, parce que je fus un lecteur, et je le demeure, de Paul Vendôme, un admirateur. Peu d'écrivains ont un style. Paul Vendôme en avait un. Je crois avoir peut-être pas tout lu, mais presque tout lu. Ses romans, ses essais biographiques sur Brel, Brassens, Hergé, ses critiques littéraires. Ce fut un grand écrivain avec un talent très particulier. On peut le rattacher à cette école française des hussards, car il en avait le talent et l'esprit. Et donc c'est un double honneur ce soir que d'être invité ici à Bruxelles par vous et sous les auspices de cet esprit si brillant et si acéré. Voilà, je voulais commencer par vous parler d'histoire, parce que mon dernier ouvrage est un album sur les guerres de Vendée. Pourquoi j'ai choisi ce thème dans le contexte politique français et européen actuel? Parce qu'il me paraît d'une brûlante actualité. Vous allez voir que de l'histoire, on va passer à la métapolitique et on va en venir à la politique en essayant de comprendre, alors non pas toute la situation, mais une partie de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais les guerres de Vendée sont terminées. C'est vraiment une information. En s'achevant, la polémique, la controverse historique sur les guerres de Vendée, encore un petit peu d'agitation, échappe à la guerre mémorielle qui opposait les Blancs et les Bleus. C'est un épisode fondateur de l'histoire de France. Et cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi, me paraît
poser la question essentielle aujourd'hui, qui est la question de la légitimité du pouvoir politique. C'est la question centrale. En regardant ce qui s'est passé et ce que l'historiographie nous apporte aujourd'hui, nous avons là des éléments d'intelligibilité de la situation actuelle, dans la mesure où il se replace dans un continuum historique. 1793, c'est bien loin, pas si loin que ça, et on va voir pourquoi. Jusqu'à présent, aucune formule ne s'appliquait mieux aux guerres de Vendée que celle de Joseph de Maistre. L'histoire est une conspiration permanente contre la vérité. Pendant près de 2 siècles, l'historiographie républicaine en France, l'historiographie officielle, a refusé à la guerre de Vendée un statut d'objet historique. Du haut de leur chaire de Sorbonne, il y avait une chaire de la Révolution française, les Mathiez, les Soboul, les Lefebvre, pas le même, les Hollard ont délibérément cherché à ensevelir une seconde fois ce qui fut l'épopée vendéenne dans une sorte de linceul de l'occultation et de la négation, du non-dit et du déni. Pourquoi ? Il fallait à tout prix préserver le mythe fondateur de la République, de notre République, enfin de la République française. Vous avez la chance d'être en monarchie, enfin je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça. Préserver ce mythe, exonérer le moment inaugural de la fondation de ce que Pierre Chenu, le grand historien français, appelait la messe de sang. La messe de sang. Faire oublier que la devise initiale de la République française fut, non pas liberté, égalité, fraternité, comme chacun le croit, mais la liberté ou la mort. Devise qui portait en elle-même les virtualités idéologiques d'un projet d'extermination, projet qui va être mis en œuvre quelques mois plus tard. Alors la négation du martyre vendéen a d'abord été une nécessité politique pour un régime, la République, qui s'est longtemps senti fragile, à tel point que la révision constitutionnelle de 1884, l'amendement qui est voté à ce moment-là, introduit une innovation importante, un article qui interdit de remettre en cause la forme républicaine en France. Et cet article a été transposé de constitution en constitution, sous la 4e et sous la 5e. On ne peut pas en France remettre en cause la forme républicaine. Cet article donc fait toujours partie de notre constitution à nous Français et renforce ce particularisme français. C'est une rareté en Europe. Par exemple, la constitution espagnole n'interdit nullement de remettre en cause la forme monarchique du pouvoir en Espagne. En France, si. En France, la République est une religion séculière, mais une religion. Or, contre toute attente, le temps, 2 siècles, il fallait sans doute cela pour que cela s'accomplisse, est en train de sceller la victoire des vaincus, de ceux qui ont été apparemment, historiquement vaincus, les Vendéens. Pourquoi ? D'abord parce que l'excuse absolutoire qui était mise en avant par l'historiographie républicaine, c'est-à-dire les circonstances extraordinaires, les circonstances de salut public, la patrie en danger, par quoi on a prétendu longtemps justifier la terreur, ne rencontre plus aujourd'hui de soutien. Même dans l'historiographie jacobine. L'exécution du plan d'extermination voulu par la Convention intervient sans aucune relation avec les nécessités militaires, ni avec les impératifs de la défense nationale. Je vous le rappelle, l'armée catholique et royale, la insurrection vendéenne, est écrasée dans les bois de Savenay après la virée de Galerne en décembre 1793. Et le massacre des Vendéens, l'hécatombe, va commencer en 1794, alors qu'il n'y a plus de Vendée. Westermann l'écrit, j'ai écrasé la Vendée dans les bois de Savenay. Donc, les armées de la République sont victorieuses aux frontières. L'argument de la conjonction des périls extérieurs et intérieurs ne tient donc plus. Il s'agit d'une politique dictée par des raisons strictement idéologiques. Alors, il n'y a plus grand monde aujourd'hui pour contester que ce qui s'est passé en Vendée à partir de 1794 est au moins un crime de masse. L'estimation la plus sérieuse émane d'un démographe qui n'est pas spécialement de droite, mais qui a fait une étude très intéressante canton par canton, et qui situe le nombre des victimes entre 150 et 190 000. Pour faire image et bien situer les choses, Pierre Chenu, que j'évoquais à l'instant et que j'ai eu la chance d'avoir comme maître,
c'est le maître d'abord de l'histoire statistique, Chaunu, a pu écrire dans un de ses ouvrages, il avait fait une estimation, que la répression de la Vendée, la seule Vendée, par la Convention, par la République donc, a provoqué un volume de pertes humaines, écoutez bien cela, supérieur à toutes les révoltes et à tous les troubles sociaux de l'Ancien Régime en 2 ans. Aujourd'hui, l'histoire jacobine est passée d'un négationnisme partial, c'était sa position initiale, à un négationnisme partiel. On ne nie plus les massacres, juste l'intention génocidaire du régime. À les en croire, il y aurait là en fin de compte que l'œuvre d'une soldatesque indisciplinée, avinée, mais exempte de toute planification étatique des tueries. Des crimes de guerre, en quelque sorte. Voire peut-être même des crimes contre l'humanité. Or, ce qu'apporte aujourd'hui l'historiographie, c'est que la réalité du génocide en Vendée n'est plus contestable. Elle n'est plus contestable, non pas sur le terrain de la pure histoire, mais sur le plan juridique. Je m'explique. Écartons d'abord l'objection mise en avant par certains qui considèrent, vous employez là un mot contemporain, qui ne peut pas s'appliquer à une situation antérieure, le mot de génocide. Oui, sauf que celui qui forge le concept et le mot de génocide, c'est un juriste polonais, qui s'appelle Raphaël Lemkin, en 1942, et il dit bien à l'époque qu'il n'a forgé ce néologisme que pour désigner une vieille pratique dans sa forme moderne. Manière de dire que si les temps anciens ont ignoré le mot, ils n'ont pas ignoré la chose. Les génocides, il y en a depuis le début de l'histoire de l'humanité. Au demeurant d'ailleurs, certains des contemporains des événements, et pas dans les rangs des contre-révolutionnaires, ont pointé le caractère spécifique de ce qui s'était passé entre 1794 et 1795 en Vendée. Par exemple, Gracchus Babeuf, le fondateur de la pensée communiste. Les babouvistes, vous savez, c'est ceux qui disaient les petits, on les mettra sur l'escabeau, les grands, on leur coupera le cibolo, il faut que tout le monde soit égaux. Voilà. Eh bien, Babeuf écrit un livre en 1994 où il pointe ce qu'il appelle le populicide en Vendée. Populicide. Il forge ce néologisme. Et il l'applique à la politique de la Convention. Victor Hugo, lui aussi, a une intuition fulgurante. Dans son ode à la Vendée, il va écrire « En ces temps, la France eut des victimes, mais la Vendée eut des martyrs ». La distinction, le distinguo sémantique dit bien ce qu'il veut dire. L'année dernière est paru un livre que je considère comme un livre charnière. C'est le livre d'un diplomate, juriste, énarque, qui n'avait pas de rapport avec la mouvance de la famille, l'esprit des droites, on va dire, et qui s'est intéressé à cette question du génocide vendéen d'un point de vue purement juridique. Jacques Villemin. Il fait paraître ce livre il y a à peu près 1 an. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il déplace le débat du terrain de l'histoire dans le champ du droit, pour appliquer des critères juridiques objectifs absolument incontestables. Ceux des historiens sont empreints de leur formation idéologique, de leur sensibilité, ils sont des critères plus partisans. Et cette analyse est profondément novatrice. Elle consiste à comparer ce que l'on sait des ordres de la Convention, on a toute une littérature, il y a des décrets, de leur exécution, à ce qui a été jugé et pénalement condamné par les tribunaux pénaux internationaux depuis 1945. Donc vous voyez le corpus. D'un côté, ce que l'histoire nous apprend, les ordres de la Convention, leur exécution. De l'autre, toute la jurisprudence établie depuis 1945 et qui définit le concept de génocide. Or là, la conclusion est absolument imparable. C'est pour ça que je vous disais que la guerre de Vendée était terminée. Et on va en voir les conséquences sur notre approche de la politique. Ni bavure, ni dérapage. La politique d'extermination conduite en Vendée correspond en tout point à la définition du génocide qu'en donne la Convention de l'ONU de 1948 et telle que l'a confirmé la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux créés par le statut de Rome en 1998 pour juger le cas des criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie et au Rwanda. C'est exactement, je veux dire, là, toutes les
cases sont cochées, la Vendée remplit toutes les conditions pour être éligible dans la catégorie de crimes, des crimes de génocide. À commencer par la première d'entre elles, à savoir que les Vendéens, comme les Arméniens, comme les Juifs, constituaient bien un groupe stable et permanent, qu'ils ont été visés par un plan d'extermination concerté au sommet, non seulement pour ce qu'ils faisaient ou étaient supposés faire, mais pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des paysans fidèles à la religion de leur père et à ce qu'ils appelaient leurs bons prêtres, c'est-à-dire les prêtres réfractaires, qui avaient refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé en 1792. Toute la littérature révolutionnaire, d'ailleurs, s'emploie à animaliser les insurgés, procédé dont abuseront les régimes totalitaires au XXe siècle pour justifier l'anéantissement de leurs adversaires en les privant de toute humanité. Et quand on regarde cette littérature, c'est absolument confondant, et ça évoque dans notre esprit beaucoup de choses. Les Vendéens sont constamment décrits comme des bêtes maudites, nuisibles, leur genre scélérate, race scélérate, animaux à face humaine, dit Camille Desmoulins. Et l'image récurrente dans la littérature de la Convention, c'est le troupeau de porcs. Justiciable, les Vendéens, c'est un troupeau de porcs. Voilà. Justiciable, disent les conventionnels, des abattoirs civiques. Donc vous avez bien compris, la révolution, ce n'est pas balance ton porc, c'est égorge ton porc. Au regard du droit pénal international, il n'y a donc plus débat. La cause est entendue. Il y a bien eu génocide en Vendée, au sens juridique que donnent aujourd'hui toutes les instances habilitées à dire ce qu'est un génocide. Le débat n'est plus sur le plan historique, tous les éléments sont réunis et nous permettent d'être plus affirmatifs, beaucoup plus affirmatifs que lorsqu'il y avait effectivement, lorsque ces débats étaient portés par les historiens des deux camps, où s'affrontaient deux mémoires, qui chacune pouvait revendiquer une part de légitimité, mais qui finalement n'arrivaient pas à évacuer la question. Y a-t-il eu génocide en Vendée ou pas? Eh bien, selon la définition aujourd'hui de la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, c'est très important, il y a eu génocide. Il y a une autre dimension dans ce qui s'est passé entre 93 et 95 qui nous intéresse directement. Cette guerre civile franco-française fut, selon l'expression de François Furet, autre historien qui a, j'allais dire révisionniste, qui a beaucoup œuvré pour faire évoluer les mentalités sur la perception de la Révolution française. Cet événement fut vraiment ce qu'il appelle un schisme religieux. On ne comprend rien au génocide vendéen si on ignore l'essence religieuse de la guerre entre les Bleus et les Blancs, qui donne ce caractère absolument inexpiable à leur affrontement. La guerre de Vendée fut la plus longue et la plus sanglante de nos guerres de religion. Car la Révolution, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça, ou on a oublié qu'elle fut aussi cela. Ce fut une explosion de religieux. Un religieux non chrétien, un religieux laïque, un religieux qui prétend créer un homme nouveau, créer un sacré de substitution en lieu et place de l'ancien culte catholique, mais une religion séculière donc. D'où les poussées de cette espèce de fanatisme éradicateur qui va s'employer à exterminer non pas seulement les soldats paysans de la Vendée, mais aussi les femmes, ce que les conventionnels appellent le sillon générateur, et les enfants, ce qu'ils appellent les futurs brigands. Vous voyez, le projet d'extermination était un projet total. Les ordres de la Convention, c'est n'oubliez pas le sillon générateur, c'est les femmes, et n'oubliez pas les enfants. L'antichristianisme fut évidemment un des ressorts principaux de ce qui s'est passé en Vendée, mais il ne fut pas le seul. La guerre de Vendée s'est doublée d'une véritable guerre sociale. Une guerre sociale entre les bénéficiaires de la Révolution et la paysannerie de l'ouest de la France, car vous savez que la Vendée, c'est plus que la Vendée. C'est la Mayenne, c'est la Normandie, c'est aussi la Fédération lyonnaise, c'est aussi la Provence. Il n'y a pas que la Vendée qui se soulève. De tels conflits, c'est-à-dire une guerre sociale au fond, ont eu lieu un peu partout en Europe, à la même époque. Mais nulle part ailleurs, le passage d'une société d'ordre, ce qu'était l'ancien régime, clergé, tiers état, noblesse, à une société de classe, ce que va devenir la société française au XIXe siècle, ne s'est accompagné d'un tel bain de sang. Nulle part ailleurs. La Révolution est ce moment où se révèle et se précipite l'antagonisme radical entre deux mondes, inaptes à se comprendre, et dont les différences se trouvent brusquement révélées et exacerbées par les événements.
d'un côté la bourgeoisie révolutionnaire, acquise aux idées des Lumières, et qui ne voit dans les croyances des ruraux que superstition, obscurantisme, fanatisme, sauvagerie de population arriérée. De l'autre, une vieille société paysanne, attachée à un catholicisme populaire et qui ne veut abdiquer ni de ses coutumes, ni de ses anciennes solidarités, juste au nom de la liberté et de l'égalité, concepts qui leur paraissent dissimuler d'autres réalités beaucoup moins chatoyantes. C'est cette dimension populaire que la Révolution s'est empressée de nier, dès le départ. Non seulement les Vendéens furent niés en tant que victimes, mais également en tant que peuple. Le seul peuple homologué comme tel par la vulgate progressiste étant celui qui se soumet docilement au projet que les élites conçoivent pour lui. On retrouve là une rhétorique qui va beaucoup servir par la suite, notamment pour disqualifier les populismes. À cet égard, il y a une page fameuse de Jean Jaurès dans son Histoire de la Révolution française que je ne résiste pas au plaisir de vous citer parce que c'est la matrice dont va sortir tout l'argumentaire que nous connaissons aujourd'hui. Voilà ce qu'écrit Jaurès. Il ne suffit pas pour qu'un mouvement soit populaire que le peuple y soit mêlé. Tiens non. Il ne suffit pas pour qu'une agitation soit prolétarienne que les prolétaires y participent. Tiens non. Il faut que ce mouvement et cette agitation aient pour but l'affranchissement du peuple et du prolétariat. L'affranchissement du peuple et du prolétariat selon l'idée que s'en font les élites, naturellement. Voilà. La tragédie de la Révolution est là. Une partie du peuple qu'elle prétend émanciper, l'inexplicable Vendée, dira le conventionnel Barrère, qui est à l'origine du plan d'extermination, va se dresser contre elle. Et pour justifier l'extermination des Vendéens, le nouveau pouvoir n'a eu d'autre source que de nier à la fois leur identité sociale et de les répudier en tant que peuple. Et progressivement, vous allez voir, nous arrivons à des questions plus contemporaines. Parce que la question que pose l'insurrection vendéenne, c'est la question essentielle. C'est celle de la légitimité du pouvoir. Et là, quelques rappels historiques vont nous permettre de nous rapprocher de réalités plus contemporaines et de voir finalement qu'il y a une longue continuité dont nous percevons aujourd'hui sans difficulté, pour peu qu'on lise un peu, qu'on fasse quelques recherches historiques, pas très longues, pas très importantes, mais suffisantes pour comprendre ce qui se passe, que ce problème de la légitimité n'a jamais été résolu et qu'il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Qu'est-ce que la Convention, ce régime qui va imposer ce plan d'extermination en Vendée? La Convention, d'abord, c'est un régime insurrectionnel qui est né de la journée du 10 août 1792. Régime insurrectionnel qui viole la Constitution de 1791. Ce régime s'appuie sur quoi? Eh bien, il s'appuie sur les élections qui ont lieu en septembre 1792 et qui vont permettre de former la Convention. Le mode de scrutin est un scrutin indirect. Il va concerner moins de 10% du corps électoral tel qu'il a été défini par les révolutionnaires, c'est-à-dire c'est un corps électoral extrêmement restreint puisqu'il exclut les non-contribuables, les paysans, les agriculteurs, les domestiques, les pauvres. On a en gros un corps électoral de 7 millions d'électeurs en France. Sur ces 7 millions, 700 000 vont voter. 10% du corps électoral, moins que les législatives partielles 2 fois moins que dimanche dernier. 10% du corps électoral, représentant déjà une infime partie de la France, va élire la Convention. C'est quand même un fait extrêmement intéressant à rappeler. Et quand on regarde les élus, d'abord, regardons la commune insurrectionnelle de Paris, le 10 août 1792, sur les 288 commissaires, 2 ouvriers. 2 ouvriers. Le reste, avocats, ce qu'on appellera les publicistes, les journalistes aujourd'hui, vous voyez, c'est l'espèce de bourgeoisie que l'on désigne aujourd'hui sous d'autres vocables. À la Convention, c'est parmi eux 749 députés, il y a toujours 2 ouvriers, c'est la proportion. La Révolution française n'étant rien prolétarienne, les bolcheviks de 1917 qui s'y référeront ne s'y tromperont pas, ils pointeront un esprit, une direction petite bourgeoise de la Révolution. Marx non plus désira la bourgeoisie comme la classe révolutionnaire par excellence. Là est donc la leçon inaugurale de notre République. Il ne faut pas l'oublier. La Révolution française a créé et imposé le despotisme d'une minorité, d'une ultra-minorité. Elle ne cherchera plus par la suite qu'à maintenir le despotisme d'une minorité légale. Le tout, c'est qu'il y a un habillage qui permette à cette minorité de se revendiquer d'une forme de légitimité. Mais la République française est née de cela,
de la Convention, d'un scrutin qui mobilise 10% du corps électoral, et donc du pouvoir d'une extrême minorité. Les lois révolutionnaires n'ont jamais exprimé que la volonté de cette infime minorité, et non, à aucun moment, la volonté générale. Mais d'ailleurs, quand on regarde bien le déroulement de l'histoire, vous allez voir qu'on s'approche des réalités contemporaines. Les choses avaient très mal commencé. Les États généraux vont tout de suite écarter les cahiers de doléances. Une fois qu'ils sont réunis, je ne vais plus entendre parler de la raison finalement pour laquelle ils étaient réunis. Ils vont se transformer en Assemblée nationale, puis en Assemblée constituante. Et la première décision de cette Assemblée va être d'affirmer la souveraineté parlementaire. Je dis bien parlementaire, pas la souveraineté populaire. La première décision, c'est quoi? C'est de proscrire le mandat impératif. Vous savez tous ce qu'est le mandat impératif. C'est une disposition qui prévoit que le mandataire, en l'occurrence l'électeur, puisse exiger du mandant, autrement dit de l'élu, qu'il s'engage sur un certain nombre de points précis. En France, il n'y a pas de mandat impératif, quelles que soient les constitutions, depuis 2 siècles. On élit le député et après il fait ce qu'il veut. Donc, le mandat impératif écarté, l'élu se voit exonéré d'entrée de la moindre obligation vis-à-vis du corps électoral. La souveraineté du peuple est donc limitée au jour du vote. Après, elle ne s'exerce plus. Tout ça, d'ailleurs, a été dit d'emblée de la manière la plus claire qui soit par l'abbé Sieyès dans son fameux discours sur le tiers-État. Qu'est-ce que le tiers-État? C'était rien, ça devient tout. Et le premier souci des États généraux, c'est donc d'asseoir la souveraineté parlementaire, aux dépens de la souveraineté du peuple. À peine né, sitôt congédié, parce que toujours suspecté de succomber aux passions populaires. La démocratie, que l'on dit aujourd'hui représentative, aura dès lors, depuis lors, et jusqu'à aujourd'hui, pour objet le même. Protéger le peuple contre son immaturité, protéger le peuple contre ses instincts. En gros, l'empêcher d'exercer toute souveraineté. Jacques Julliard dit par exemple que nous ne sommes pas dans un régime de démocratie représentative, mais de démocratie substitutive. Moi j'appelle ça pour ma part la démocratie des démolâtres, qui est en tout point contraire à la démocratie des démophiles, et on va y venir dans un instant. Parce que notre forme institutionnelle de la République, quand on regarde bien les choses et le déroulement de l'histoire, ne s'est jamais, à aucun moment, soucié d'accomplir la volonté générale. En revanche, elle a toujours eu pour préoccupation de restreindre l'expression de cette volonté populaire par des procédures d'exclusion ou de neutralisation frappant à leur tour telle ou telle catégorie, généralement les plus pauvres. Et ça avec une rare constance depuis le XIXe siècle, depuis la création de la République. Comme si, victime d'un suprême paradoxe, la démocratie, notre démocratie, ne pouvait survivre qu'en manipulant le corps électoral. Ah bien, regardez, le peuple n'a jamais été autre chose, l'expression date d'avant-guerre, elle est d'André Tardieu, un homme politique bien oublié, qu'un souverain captif. Notre République n'a jamais été autre chose qu'un Kratos sans Démos, un pouvoir sans le peuple. Et ça dure depuis 2 siècles. Et on va voir, ça ne s'arrange pas. La première constitution, la deuxième constitution, celle de l'an 3, en 1795, à l'origine du directoire, impose ce qu'on peut appeler le suffrage censitaire, qui fait ça va prévaloir ce système de suffrage pendant presque tout le XIXe siècle. Alors, suffrage censitaire qui revient à exclure les ouvriers, les artisans, les paysans de l'expression de la volonté générale, ils n'ont pas le droit de voter. Ce qu'un historien va appeler les classes laborieuses. L'historien, c'est Louis Chevalier, qui écrira une somme célèbre, classe laborieuse, classe dangereuse. La première chose que fait le pouvoir politique, c'est de les exclure du vote. Bon. Et donc de la représentation. À cela s'ajoute naturellement l'exclusion des femmes. Jusqu'en 1944, alors que déjà presque toutes les monarchies européennes ont donné le droit de vote aux femmes, la République française s'y refuse. Elle va s'y refuser jusqu'à la naissance de la 4e République pour un motif très simple, c'est que les femmes sont soupçonnées d'être sous l'influence, elles subissent l'aliénation cléricale de l'Église, et qu'évidemment, on ne veut pas du vote des femmes, puisque ça déséquilibrerait le corps électoral, encore et toujours la manipulation du corps électoral.
pour parvenir à ses fins. Paradoxe que tout le monde a oublié, seuls les ultra-royalistes ont été, sous la Restauration, les avocats du suffrage universel. Ce n'est pas les socialistes, qui n'existaient pas encore, ce n'est pas les progressistes, ce n'est pas les républicains qui veulent le suffrage universel, ce sont les ultra-royalistes. Parce qu'en intégrant évidemment la paysannerie et l'électorat féminin, le rapport de force politique eût été changé. Et je voudrais là faire une petite incise, enfin peut-être pas si petite que cela, sur une question d'actualité, parce que on va en venir maintenant, vous voyez vers quoi se dirige mon propos, aux fameuses valeurs républicaines. Hein. Nous sommes en train d'en dérouler d'abord le contexte historique et puis voir à quoi elles renvoient. Dans l'inventaire des valeurs républicaines, je voudrais rappeler un fait qui là aussi est passé par profit et perte et qui renvoie à un débat d'une grande actualité. Je veux parler de la question des femmes. Personne ne veut plus aujourd'hui s'en souvenir, mais la Révolution française s'est faite contre les femmes. La République, c'est la revanche virile des hommes sur le monde des femmes, identifiée à l'Ancien Régime, et rejetée entre autres parce que saturée de libertinage. La Révolution, c'est la revanche des mâles sur le pouvoir des femmes, sur l'influence qu'on leur prête et qu'elles ont eue, sur le langage, sur la politique, sur les arts, sur le goût. Et il y a une grande constance, puisque cette influence des femmes, Jean-Jacques Rousseau la dénonçait déjà dans sa lettre à d'Alembert sur les spectacles. Donc il y a quelque chose qui serait consubstantiel aux femmes et qui ferait qu'elles seraient des perturbatrices de l'ordre social et politique. Voilà ce qu'expliquait Rousseau. Comme quoi, ce qu'on présente rétrospectivement comme le règne du patriarcat, l'Ancien Régime, s'accommodait volontiers d'un pouvoir féminin qui n'est en rien l'apanage de la modernité. Au contraire, la Révolution se pose en adversaire des femmes. Ce que reprochent les sans-culottes aux femmes, c'est d'avoir voulu prendre la place des hommes sous l'Ancien Régime, exercer une influence sur la conduite des affaires de l'État. C'est le grief qui court dans les minutes de tous les procès révolutionnaires. Procès de Charlotte Corday, procès de Madame Roland, procès de Marie-Antoinette, procès d'Olympe de Gouges, la grande figure revendiquée aujourd'hui par les féministes. Pour la Convention qui cherche à imposer un modèle social placé sous le règne de la vertu, la femme, c'est le dérèglement des mœurs et partant des régimes politiques. À tel point que l'un des premiers décrets de la Convention, écoutez cela, ce sont des choses qui ne sont jamais rappelées, décret présenté par un certain Hamar, c'est de faire fermer les sociétés et les clubs de femmes. Première décision de la Convention. Je ne résiste pas à la motivation de cette décision, je vais vous la lire. La constitution des femmes est mortelle pour les affaires publiques. La femme, c'est pas un réactionnaire d'extrême droite, ce sont les fondateurs de la République, là, les pères de la République qui s'expriment. La constitution des femmes est mortelle pour les affaires publiques. La femme, c'est l'erreur et le désordre. C'est joliment dit. Il n'y a donc rien de plus urgent pour les révolutionnaires que de renvoyer les femmes à leur foyer. Alors, je m'en voudrais de participer d'aucune manière à ce que d'aucuns, mon ami Éric Zemmour a appelé le grand délaton, qui a lieu en France et je suppose aussi en Belgique, puisque c'est un sport transnational auquel nous assistons depuis plusieurs mois. Mais enfin, moi, je ne miserai pas un liard ni un euro sur la pérennité de l'historiographie républicaine. Lorsque les féministes vont s'en emparer, elles vont la réduire en charpie. Il suffit d'écrire les livres de nos bons maîtres, ceux qu'on enseignait à l'école laïque gratuite et obligatoire il y a encore quelques décennies. Dès qu'elles vont revisiter cette histoire, je vous assure qu'ils n'ont. Beaucoup de pages vont sauter, c'est la prochaine secousse à venir. Et c'est peut-être comme ça que mourra la République des Jules, vous savez, et notamment le premier d'entre eux, peut-être le plus doué, celui qui a écrit aussi l'histoire de la Révolution française. Je veux parler de Jules Michelet. Comment ? Oui, bien volontiers, excusez-moi. Je veux parler de Jules Michelet. Voilà, le premier à être peut-être victime de la future épuration de l'histoire. Michelet, dans des pages restées célèbres, point ennemi de la République. Ce qu'il appelle l'œuvre des ténèbres. L'œuvre des ténèbres, pour Michelet, c'est clair. C'est l'alliance des femmes et des prêtres. Là aussi, pour que vous puissiez bien mesurer la gravité de son cas, je vous lis une page de Michelet. La femme, qu'est-ce encore ? Le lit, l'influence toute puissance des habitudes conjugales, la force invisible des soupirs et des pleurs sur l'oreiller. Ainsi,
dans chaque famille, dans chaque maison, la contre-révolution avait un prédicateur ardent, zélé, infatigable, nullement suspect, sincère, naïvement passionné, qui pleurait, souffrait, ne disait pas une parole qui ne fût ou ne parut un éclat du cœur brisé. Force immense, vraiment invincible, à mesure que la révolution provoquée par les résistances était obligée de frapper un coup, elle en recevait un autre. La réaction des pleurs, le soupir, le sanglot, le cri de la femme, plus perçant que les poignards. Peu à peu, ce malheur immense commença à se révéler, ce cruel divorce. La femme devenait l'obstacle et la contradiction du progrès révolutionnaire que demandait le mari. À ceux qui penseraient que ces événements ont été fortuits et sont bien lointains, je voudrais rappeler, Jean-François a eu la gentillesse de le rappeler, ce fut le sujet d'un essai important sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans, c'est-à-dire l'histoire des mœurs sous l'occupation. Je voulais rappeler que la restauration républicaine en 1944 s'est également accompagnée d'une contre-révolution masculine, extraordinaire continuité dans l'histoire. Contre-révolution masculine destinée à renationaliser le corps des femmes, dire qu'il appartient à la nation, il ne t'appartient pas. Au moyen, vous savez, de ces grands moments de civilisation que furent la tonte des femmes ou leur marquage au goudron. Il y a quelques motifs artistiques peints sur le crâne. La volonté, c'était bien de rétablir le contrôle social, le contrôle du masculin, du père, du frère, du mari, sur la sexualité des femmes. Et notamment de ces quelques dizaines de milliers de femmes coupables d'avoir un peu anticipé sur l'histoire et de s'être approprié ce qui sera le futur slogan du MLF, « Mon corps m'appartient ». Alors, certes, ils l'ont fait avec un bel entrain, elles ont fait profiter l'armée d'occupation allemande, c'est ce qui leur était principalement reproché. Mais enfin, ce fut aussi une contre-révolution masculine. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques des chambres civiques, on voit que ces femmes à qui on vient de reconnaître à peine le droit de vote, qui vont l'exercer à l'occasion des élections municipales d'avril 1945, pour la première fois, eh bien, on les envoie dans les chambres civiques pour avoir manifesté leur autonomie de sujet politique. Alors on dira, avoir couché avec les Allemands, c'est un acte politique. En tout cas, ça a été considéré comme tel. Et c'est ce qu'il faut retenir. Donc l'histoire de la République et des femmes, ce n'est pas l'histoire lumineuse qu'on voudrait nous présenter aujourd'hui. Il y a un contentieux, j'allais dire, assez solide. Finalement, l'attribution du droit de vote n'a été que l'arbre qui a caché la forêt d'une répression antiféminine, il faut appeler les choses par leur nom. Ce fut bien cela, la libération. Alors, cette parenthèse refermée, peut-on dire que la République aujourd'hui se montre plus inclusive qu'elle ne l'était hier? Carl Schmitt disait « Le mythe de la représentation supprime le peuple, comme l'individualisme supprime l'individu ». Nous y sommes. C'est bien en effet ce à quoi nous assistons sous la Ve République en France, avec la combinaison du scrutin majoritaire et l'explosion de l'abstention depuis une vingtaine d'années. La combinaison des deux aboutit au rétablissement de facto du suffrage censitaire, sans, et c'est ça qui est formidable, qu'il ait été besoin de faire voter une loi pour ça. C'est extraordinaire, d'ailleurs. La gauche a remporté une victoire considérable. Elle a combattu les conservateurs au XIXe siècle en combattant l'ordre moral et le suffrage censitaire. Elle a réussi à rétablir le suffrage censitaire et un nouvel ordre moral. On y viendra tout à l'heure. Face à un mode de scrutin qui permettrait, d'un mode de scrutin qui permettrait aux catégories populaires d'être représentées, seules dans les élections intermédiaires, je ne parle pas d'élections présidentielles, je parle d'élections législatives, municipales, européennes, seules dans les élections intermédiaires vont voter ce qu'on appelle les inclus. Fonctionnaires d'État ou fonctionnaires de catégorie B ou C pour la gauche, retraités, bobos, ce sont les inclus qui votent aux élections intermédiaires. Aux dernières élections législatives, par exemple, en juin en France, l'abstention des moins de 35 ans s'est élevée à 75%. Celle des bas revenus, inférieure à 1 500 €, à 70%. Je rappelle quand même les chiffres qu'on ne cite jamais, mais enfin il suffit de... pas besoin de prendre une calculatrice pour arriver à ce résultat. Les chiffres de l'élection présidentielle. Et quand on regarde ce qui s'est passé, quand on les confronte au résultat des législatives 6 semaines plus tard.
avec 15% des inscrits au premier tour, La République En Marche, le parti de M. Macron, rafle la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, premier tour de la présidentielle en France, tous les trois, additionnés, 45% des votants. Dans une élection, la seule, où l'électorat se sent concerné, va donc voter à plus de 80%. Ces trois candidats font 45% des suffrages exprimés. 6 semaines plus tard, à l'Assemblée nationale, ces trois partis, enfin les représentants de ces trois partis, obtiennent 26 députés, à eux trois, soit 4% de la représentation nationale. 45% des voix à la présidentielle, 4% de la représentation nationale. Notre démocratie ne consacre pas la loi du nombre, elle consacre la loi du petit nombre. Notre démocratie n'est plus qu'un décor, une démocratie Potemkin. Un rituel dont use la classe dirigeante pour asseoir son pouvoir et lui donner une apparence légale. Notre démocratie consacre l'avènement de ce qu'un politologue français, Georges Burdeau, a appelé la démocratie gouvernante, c'est-à-dire un régime fondé sur la délégation de souveraineté à une assemblée représentative, dite représentative, on a vu qu'elle ne représentait rien, par opposition à ce qui serait souhaitable, et ce qu'on peut appeler la démocratie gouvernante, qui permettrait d'associer le peuple, via le référendum par exemple, à la prise de décision politique. Cette dénaturation de la démocratie correspond exactement à la définition qu'en donnait Valéry il y a maintenant presque un siècle. La démocratie, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Là, c'est parfaitement réussi. Nous sommes dans un aboutissement, un couronnement de ce système. Quand on regarde les choses, n'importe quel autre mode de scrutin, y compris celui qui fut à l'origine de la démocratie athénienne, c'est-à-dire le tirage au sort, serait plus représentatif que le mode de scrutin actuel. Ce n'est pas un choix innocent, le mode de scrutin. Il est pour conforter ce que j'essaye de vous expliquer depuis le départ, à savoir la volonté de déformer l'expression générale pour la conformer à un projet politique qui n'a rien à voir avec l'exercice de la souveraineté populaire. La démocratie athénienne, le tirage au sort, au moins donnerait le sentiment à l'électorat qu'il participe et non pas qu'il est tenu à l'écart des affaires de la cité. Et évidemment, l'inflation langagière, l'usage abusif du mot démocratie par exemple, a correspondu au fait qu'il recouvre aujourd'hui une réalité contraire à ce qu'il énonce, à ce qu'il est censé énoncer. Il s'agit d'une antiphrase qui désigne, et je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom, la privatisation du pouvoir politique par une minorité résolue à tenir à l'écart, à imposer sa loi et à exclure le peuple du processus de décision. C'est une privatisation du pouvoir. Et cela n'a fait que se renforcer depuis 20 ans ou 30 ans, compte tenu de la conjonction du mode de scrutin que nous avons en France et de l'explosion de l'abstention dont je vous parlais à l'instant. Napoléon disait à Fouché « supprimez tous les journaux ». Mais en tête du décret qui supprimera la presse, vous mettez 6 pages de considérations libérales sur les principes. C'est ça la post-démocratie dans laquelle nous vivons. On affirme les principes que pour mieux les fouler aux pieds. On les proclame d'autant plus sacrés qu'on a la ferme résolution de ne pas les mettre en œuvre. L'antique principe élaboré au temps de la cité grecque, qui voulait que la politique soit déterminée par l'accord de la majorité, est aujourd'hui récusé en pratique. La majorité n'est plus une réalité arithmétique, c'est un concept politique qui résulte d'une application truquée et tronquée du principe majoritaire. Le poète anglais Coleridge disait que le vote était une suspension provisoire de l'incrédulité. Je le cite, « Voter, en effet, c'est d'une certaine manière croire au miracle. » Or, il se trouve, en France, si on accepte l'élection présidentielle, qu'il y a de moins en moins de gens, moins en moins de Français, pour voter. Autrement dit, de moins en moins de Français pour croire au miracle. La raréfaction des électeurs, se conjuguant avec l'intérêt qu'ont les élites dirigeantes à ce que le peuple reste chez lui le jour du vote, a fait que le vieux slogan de mai 68, « Élection piège à con », est aujourd'hui la chose du monde la mieux partagée, mais pour des raisons diverses, par la France d'en haut et la France d'en bas. Dire que la République n'a pas accouché de la démocratie, mais qu'elle l'a détournée et empêché d'éclore,
relève pas de la polémique. Là, j'espère vous avoir convaincu par cette brève démonstration, mais d'un constat que nous impose l'histoire. Alors la question qui vient naturellement au terme de cette première réflexion, c'est qu'est-ce que la République aujourd'hui? Qu'est-ce que les valeurs républicaines? Depuis la vague terroriste en France, il est d'usage, dans les médias, chez les politiques, de brandir les valeurs républicaines, de les présenter comme l'antithèse et l'antidote absolu du fanatisme des terroristes. On va résister grâce aux valeurs républicaines. Bon. Eh bien, le préambule sur la Vendée aura servi déjà à cela. La première interrogation qu'on peut avoir, c'est quelle est la capacité de ces valeurs républicaines à offrir une résistance à la vague terroriste et djihadiste à laquelle nous sommes confrontés. Y a-t-il vraiment une antinomie entre les deux? Ça serait faire comme si ceux qui ont été les promoteurs de la guillotine, du rasoir national en 1793, comme si les organisateurs de la terreur révolutionnaire avaient obéi à des motivations radicalement différentes de celles des adeptes de Daesh, adeptes de la décollation, comme eux d'ailleurs. Eux, c'est à la hache. Les autres, c'était à la guillotine. Comme si l'implacable machine du terrorisme d'État, car nous en avons été les créateurs, je me suis permis de vous le rappeler en vous parlant de la Vendée. La République est née en créant le terrorisme d'État. La loi des suspects, les tribunaux révolutionnaires, c'est le terrorisme d'État. Aucune garantie pour les personnes jugées, et puis tous les massacres que vous connaissez et que nous avons évoqués brièvement. Eh bien, oui, l'État français a créé le terrorisme d'État qui a servi de matrice à tous les États totalitaires, à toutes les entreprises totalitaires, tout au long du XXe siècle. Lénine, d'ailleurs, ne cessait de se réclamer, tout en soulignant les limites, de Robespierre. Alors, cet anniversaire de la révolution bolchevique doit nous le rappeler. Alors, y a-t-il vraiment une séparation radicale entre les valeurs républicaines et ce qu'elles doivent combattre, c'est-à-dire le terrorisme islamiste? Comme si, par exemple, nous avions dû attendre 2016 en France pour qu'on égorge des prêtres devant les autels. Alors, il a fallu que le sectarisme, le dispute à l'ignorance, à un niveau rarement atteint, pour que celui qui nous a tenu lieu de président de la République pendant 5 ans, je veux dire François Hollande, dans un mélange de bassesse et de médiocrité qui a fait honte à toute la France, ait pu dire, je le cite, au lendemain de l'assassinat du père Hamel, égorgé, vous le savez, dans une église près de Rouen, en Normandie. Hollande a dit « Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République. » C'est la première réaction de ceux qui nous tenaient lieu de président de la République. Alors dans ce cas, M. Hollande, la République, durant les 3 premières années de son existence, n'a cessé de s'auto-profaner, en expulsant, en déportant, en guillotinant des prêtres par milliers pour tenter d'asseoir son pouvoir sur les esprits. Car tel était bien l'enjeu, on y revient. Créer une religion séculière, une religion d'État qui réponde à ce besoin de croire, qui n'est pas une étape dans l'histoire de la conscience humaine, mais qui est un élément structurant de la conscience humaine. Et d'ailleurs, les Républicains ont tout essayé. Dieu sait qu'on a eu le droit à tout. On a eu le droit au culte de l'être suprême, on a eu le droit à la théophilanthropie, oui, ça a existé. Auguste Comte a voulu créer ou ériger une statue à l'humanité derrière le maître-autel de Notre-Dame. Quant à Victor Hugo, c'était, vous le savez, un adepte de l'occultisme. Il faisait tourner les tables pour convoquer les esprits. C'était les champions du progrès. Voilà. Tous s'acharnant ou s'employant à illustrer le mot sublime de Chesterton. Quand on cesse de croire en Dieu, ce n'est pas pour croire en rien, c'est pour croire en n'importe quoi. En 2 siècles, la République, et c'est le constat qu'il faut faire aujourd'hui, n'a pas su créer d'appareil symbolique capable de prendre en charge ce besoin d'absolu qui existe à des degrés divers chez tous les individus. En 2 siècles, la République n'a pas réussi à créer de sacrés républicains. On en a eu encore l'exemple très récent des obsèques de Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la circonstance? Non pas la pompe républicaine inexistante, mais l'Église, qui aux portes de la mort reste la seule pourvoyeuse de sens. L'instance qui délivre encore un peu de sens, avec ce que nous savons de l'évolution de l'Église depuis
le Concile Vatican II, mais ça reste quand même l'Église. Le fond de croyance, c'est celui-là. Et la République n'a pas créé de sacré de substitution, elle n'a pas réussi à en imposer. L'Église avec ses rites, ce qui lui reste de chants, de liturgie, de décor monumental et ornemental, c'était la surprise, hein, cette France populaire, là, non, qui s'arrête d'ailleurs de chanter les chansons de Johnny pour écouter dans le silence le plus absolu l'Ave Maria de Schubert. Extraordinaire. Si la décristallisation est massive, les racines spirituelles de la France sont encore vivantes. Et à ce propos, je voudrais dire qu'il est de bon ton dans certains milieux, y compris les nôtres d'ailleurs, d'opérer une sorte de syncrétisme prudent, en s'abritant derrière la célèbre phrase de Marc Bloch, l'historien, vous connaissez, l'auteur de L'étrange défaite. C'est une espèce de consensus bénisseur qui consiste à reprendre la phrase de Marc Bloch qui disait à peu près ne comprend rien à l'histoire de France celui qui n'a pas vibré au Sacre de Reims et à la fête de la Fédération. Voilà. Donc ça, tout le monde le cite parce que ça permet de faire une synthèse qui ne soulève pas d'objection. Eh bien, moi, je vais vous faire un aveu ce soir. Sans doute ne suis-je pas français selon les critères de Marc Bloch, mais je n'ai jamais vibré à la fête de la Fédération. Elle m'inspire à peu près, je ne suis pas le seul, je vais vous donner une référence qui est précieuse, qu'elle a inspiré à l'évêque d'Autun, Charles-Maurice de Talleyrand de Périgord, comte de Talleyrand. Il était requis pour célébrer la première fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Et en montant à l'autel, se retournant vers l'abbé Louis qui le suivait, il lui dit « Par pitié, ne me faites pas rire. » Que recouvre aujourd'hui le mot « République » ? Là, le mot « République » est devenu dans la novlangue politico-médiatique un mot abîme. Un mot qui permet tout simplement d'évacuer et d'ensevelir la France. D'en évacuer jusqu'à la mention. On dit « République » pour ne pas parler de nation, pour ne pas parler de France. Ça permet de dissocier la citoyenneté de la nationalité. Ce n'est évidemment pas innocent. La République, qui est née quand même d'un mouvement d'affirmation nationale, c'était le programme initial, est réduite à quelques principes universels, ce que le philosophe allemand Jürgen Habermas appelait le patriotisme constitutionnel. On est français parce qu'on adhère à des universaux, à des principes comme ça, voilà. Non pas à des références culturelles, non pas à une histoire, non pas à un patrimoine, mais à des valeurs universelles. Purgées de toute référence à ce que nous sommes, nous Européens, notre histoire, l'histoire des Belges, l'histoire des Français, l'histoire des Flamands. Cette République, leur République, n'est que pure universalité humaine. Sa valeur suprême, c'est l'ouverture, par opposition à la nation qui contrarierait l'ouverture à l'autre. Leur République, c'est une absence ouverte à la présence de l'autre. Au fond, pour ces républicains, la France n'est plus qu'un espace administratif et juridique, se définissant simplement par les droits de l'homme et prioritairement, par les droits de l'homme migrant. Alors, effectivement, si l'identité collective de la France se réduit à des valeurs universelles, on ne voit pas pourquoi on demanderait aux immigrés et aux enfants d'immigrés d'adopter la culture nationale. La crise de la représentation que je viens de vous décrire, elle pose la question fondamentale que j'ai voulu amorcer au début de cette conférence, celle de la légitimité. Comme vous, sans doute, j'ai été frappé par le retour dans le débat public de la question de la légitimité. C'est Mélenchon qui l'a soulevé dès l'élection de Macron, au lendemain. On n'en parlait plus depuis 1958, depuis la naissance de la Ve République. Or, les guerres civiles commencent toujours quand se pose la question de la légitimité. En 1993, c'est l'incapacité de la Convention à créer une nouvelle légitimité et à l'imposer aux Français qui fait naître la guerre civile et le génocide vendéen. La distinction du pouvoir et de sa légitimité est une idée, un fait, une donnée essentielle dans l'histoire de la pensée occidentale. Quelle que soit la forme des régimes, depuis la cité grecque, on a toujours dissocié le pouvoir de sa légitimité. Pas de pouvoir, pas de potestas, sans une autorité, sans une autoritas qui transcende, légitime, donne une justification au pouvoir et en limite l'usage. L'octor, ce n'est pas simplement ce qui grandit, c'est ce qui civilise l'usage politique
l'usage du pouvoir politique, ce qui fait qu'on accepte, par exemple, la violence d'État parce qu'on reconnaît à l'État une légitimité, c'est-à-dire une autorité supérieure. Alors, sous la monarchie, les choses étaient assez simples. C'était la cérémonie du sacre qui avait pour fonction de conférer l'auctoritas à la potestas, autrement dit, de faire accéder le pouvoir à la transcendance. Le premier rituel, d'ailleurs, ce que les contemporains appelaient le beau mystère, se déroulait à Reims le soir de la vigile du sacre. C'était ce qu'on appelait la levée du roi dormant. Les pairs de France procédaient à cette cérémonie, à l'issue de laquelle le roi se dépouillait de son individualité, de sa personnalité propre, pour revêtir la personnalité royale. L'exemple récent de nos présidents de la République, je ne parle pas du dernier, on va y venir, le dernier, semble évidemment s'inscrire dans une logique tout à fait contraire. Le roi abandonnait l'état mondain pour devenir le serviteur du bien commun. Le bien commun, c'était la légitimité supérieure. Le commun pourfit, disaient les théologiens. La source de légitimité était là. Et légitime, c'est lui qui sert le bien commun, c'est l'intérêt général. La force et la puissance royale découlaient de ça. Alors, si je m'arrête sur cette cérémonie du sacre, c'est qu'elle a des résonances dans notre histoire politique qui nous permettront peut-être de mieux apprécier la situation que nous vivons. Avant de parler de Macron, je voudrais dire que pendant la campagne électorale, il a cru bon d'évoquer l'histoire de Jeanne d'Arc. Intéressant. Il s'est trompé du tout au tout. Il a dit qu'elle était venue perturber le système. Non. Elle était venue le remettre en ordre. L'ordre sacral, le seul ordre qui vaille à ses yeux, hors duquel il n'y avait pas de roi en France et pas de France. Macron dit qu'elle avait un rêve fou. Or, c'était tout sauf un rêve, tout sauf une folie. La mission de Jeanne, elle n'en a jamais eu qu'une, c'était de faire sacrer Charles VII, lieutenant de Dieu, en son royaume de France. Donc hier, les choses étaient simples. La légitimité procédait du sacre, et donc de la religion. En démocratie, c'est un peu plus compliqué, parce que la légitimité résulte du contrat social, ou de la volonté populaire, et de ce qui en tient lieu aujourd'hui, c'est le suffrage universel. Or, précisément, on vient de le voir, notre démocratie est malade, parce que son mode de légitimation ne fonctionne plus. Vous avez en tête les chiffres que je vous ai cités il y a quelques instants. Une grande partie de nos concitoyens ont le sentiment d'être de plus en plus exclus du jeu démocratique, pour les raisons que j'ai évoquées, et qui tiennent à la crise de représentation. Quand le pouvoir s'avère impuissant à assurer le bien commun, c'est-à-dire à garantir les protections et les sécurités vitales, protection, sécurité physique, sécurité sociale, sécurité culturelle, alors s'amorce un processus de délégitimation. Macron semble avoir pris conscience de cette crise de légitimité puisqu'il dit vouloir inventer une nouvelle forme d'autorité démocratique. Et il a bien conscience que la précédente ne fonctionne plus. Mais si l'objectif est de réintégrer le peuple dans le jeu démocratique en lui assurant les protections vitales que j'évoquais à l'instant, alors la politique de l'oxymore qui est celle de Macron, qui associe des termes et des objectifs contradictoires, ne va pas faciliter les choses. On ne peut pas en même temps vouloir libérer, selon la locution macronienne, le travail et protéger les salariés. On ne peut pas en même temps déclarer la guerre à l'islamisme et vanter les bienfaits du multiculturalisme qui en est le terreau. On ne peut pas en même temps vouloir retrouver le sens du récit historique et promouvoir un projet post-national où la France n'est plus une communauté, mais une absence de communauté. La nation de la sortie des nations. Je parlais tout à l'heure du patriotisme constitutionnel. C'est une nation qui représente la fin des nations, finalement. Voilà ce que devrait être la France. En fait, pour restaurer l'idée du bien commun, il faudrait pour cela rompre avec l'individualisme libéral, avec la dérive moderne fondée sur la négation de l'axiome aristotélicien, selon lequel l'homme est un animal politique, naturellement social. Le bien commun, disait saint Thomas d'Aquin, est toujours plus divin que celui de l'individu. Or, il ne peut pas y avoir de bien commun quand le politique est réduit à un champ d'affrontement des intérêts privés. Et la politique, aujourd'hui, est sous la domination de l'économisme. Il n'y a plus de vision politique, le primat de l'économisme l'a emporté sur ce qu'est véritablement la politique, c'est-à-dire le service du bien commun. La crise de légitimité ouverte en 1793 n'est toujours pas résolue. Et les événements depuis 8 mois nous en apportent une confirmation éclatante.
Il faut rendre grâce à notre nouveau président de la République, je parle pour nous Français, de l'avoir publiquement reconnu quand il a mis en évidence ce qu'il appelle l'incomplétude de notre démocratie, le vide émotionnel que la disparition de la figure du roi a creusé dans l'inconscient politique des Français. C'est du Macron dans le texte. Parce qu'il a compris au moins une chose. En France, pays de tradition chrétienne, certes, de moins en moins chrétienne, mais la tradition est là. Le pouvoir ne s'exerce pas par délégation, d'où l'échec de la démocratie représentative, mais le pouvoir s'exerce par incarnation. Marcel Gauchet a une formule qui résume tout, dit le pouvoir c'est un concentré de religion à visage politique. Même le plus humble des paysans dans la France de la fin du XIXe siècle avait compris, si on en croit le propos que rapportait un historien, le mettant dans la bouche de ce paysan, moi, disait-il, moi à la République j'ai rien contre à condition que ce soit Napoléon qui soit roi. Voilà. Alors la force de Macron, c'est d'avoir compris cela. Jusqu'à faire in vivo la démonstration que la République ne peut se survivre qu'en cherchant à reproduire la monarchie, ou si vous préférez, le pouvoir personnel, le pouvoir incarné, le pouvoir épiphane, en lui reconnaissant finalement à cette monarchie, à cette forme de pouvoir au bout du compte, une sorte de supériorité ontologique et existentielle sur la forme républicaine. On dit monarchie républicaine. Non, il y a très peu de républiques, beaucoup de personnification du pouvoir. La force de Macron, c'est d'avoir compris que seule la personnification du pouvoir, appuyée sur le consentement populaire, permet de combler le déficit de légitimité à la tête de l'État auquel nous sommes confrontés. Sieyès disait, la confiance vient d'en bas, le pouvoir vient d'en haut. Au moins, il a compris ça. Alors, ça durera ce que ça durera, mais vous avez tous en tête la scénographie des 6 premiers mois d'Emmanuel Macron. Il a compris cette chose essentielle, c'est que le pouvoir démocratique était devenu un lieu vide. La démocratie n'a pas su réinvestir ce vide, parce qu'elle allie au fond 2 principes contradictoires. Le premier, c'est que le pouvoir émane du peuple. L'autre, c'est qu'il n'est le pouvoir de personne. Alors évidemment, au bout de quelques décennies, ça finit par poser quelques problèmes. Comme le disait Renan d'ailleurs, on ne peut vivre indéfiniment du parfum d'un vase vide. Un peuple a besoin d'un contenu plus substantiel. Et il serait intéressant, mais c'est peut-être pas le sujet, mais pour reprendre un peu l'idée que je développais tout à l'heure, cette affaire de personnification du pouvoir, elle n'est pas neutre parce que on revient toujours. La politique, c'est l'art de gérer les symboles. Longtemps, le pouvoir est incarné sous la monarchie par l'État. C'était une figure paternelle. Hein. L'autorité venait de l'image du père, reliée justement à la culture chrétienne dominante. Le paradoxe, c'est que, par exemple, ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande n'ont pu incarner cela. Ils n'étaient pas des pères. Voilà. Sarkozy était habité par les passions, Hollande était habité par l'insignifiance, c'est-à-dire le manque d'autorité totale. Macron, qui n'est pas père, et qui est un jeune homme de moins de 40 ans, arrive finalement à mieux incarner cette tradition que ne l'ont fait ses prédécesseurs. Et cela, à mon avis, veut dire beaucoup de choses, parce que quand on regarde l'histoire de la République, on s'aperçoit qu'elle n'a jamais pu produire de grands hommes. Hormis De Gaulle, mais De Gaulle est plus le produit des circonstances historiques qu'il n'est une créature républicaine. La République préfère toujours l'anonymat au pouvoir épiphane, si bien que lorsqu'une personnalité émerge, elle s'empresse de la déboulonner. Tout le monde a en tête l'exemple de Clémenceau, le père de la victoire, battu par ses pairs aux élections présidentielles de 1920, janvier. Ils ont préféré Deschanel, qui, comme vous le savez, finira en pyjama sur une voie ferrée. Bon. Si on veut que le pouvoir retrouve une légitimité, il faut le restaurer en tant que service, en tant que sacerdoce, au service de la communauté. Si on veut retrouver l'autorité comme fonctionnalité, il faut la restaurer comme transcendance. Je vous ai parlé ce soir de la République, de la démocratie. Pour terminer, je voudrais vous dire un mot d'une autre entité majusculaire, mais elle va avec, qui s'appelle le progrès. Alors, j'ai très peu de temps pour vous en parler, mais je voudrais partir du constat que vous avez tous fait de l'effondrement du progrès comme mythe, comme croyance, comme religion. Là aussi, c'était une religion. Au début du siècle dernier, en France et je suppose aussi en Belgique, tous les cafés s'appelaient Café de l'avenir ou Café du progrès.
Aujourd'hui, quand on interroge les Français, 80% pensent que leurs enfants auront une vie moins bonne que la leur. C'est dire que la religion du progrès n'habite plus les esprits. La croyance en une rédemption par la technique, cette domination de l'esprit par ce dont l'esprit est absent. La formule est magnifique, elle n'est pas de moi, elle est de Carl Smith. C'est une idée du 19e siècle. Une idée de jeune vieux. Carl Schmitt le montre très bien. Il disait que c'est l'idée finalement qui a fait corps avec la révolution industrielle. Et comme l'homme, le progrès, là c'est une formule qui n'est pas de Schmitt mais de René Char, le progrès est receleur de son contraire. L'histoire nous montre, du siècle dernier, derrière chaque progrès, il y a un anti-progrès. Ou si vous voulez, un progrès régressif, appelons ça comme ça, qui procède de la capacité destructrice de ce prométhéisme technoscientifique. La religion moderne du progrès, la théodicée moderne du progrès, obéit à une logique sacrificielle. On ne l'a jamais remarqué. Mais dans l'histoire, aucune religion, aucun Moloch n'a exigé autant de vie humaine et autant de sacrifices. Je parlais de la révolution industrielle à l'instant. Ces sacrifices ont été permanents. La liste des morts pour le progrès est interminable. Combien de millions de vies gâchées quand on pense au travail des enfants, des femmes au XIXe siècle. Tout devait céder devant le progrès. Tout était justifié, pouvait être justifié par la religion du progrès. Aujourd'hui, on connaît le prix qu'il a fallu payer. On commence à revenir, mais timidement. Et c'est d'ailleurs très curieux que Macron se soit prévalu de cette étiquette de progressiste. Mais le prix des grandes révolutions que nous avons subies, par exemple la révolution agricole, avec l'exode rural des années 50, le remembrement, c'est quoi? 8 millions d'emplois détruits, nos paysages naturels saccagés, dévastés, pour aboutir à quoi? Un peu de chimie dans nos assiettes? Et le succès de l'agriculture bio? Qui peut prévoir quel sera le passif de la révolution numérique ou autre progrès? La question n'est pas de refuser ce progrès, le problème est de savoir ce qu'il coûte et comment on peut le canaliser. La révolution numérique, on le sait déjà, c'est l'abandon de l'écriture au profit de l'image numérique, c'est le primat du mythos sur le logos, la destruction de la langue, de la culture. Il suffit de regarder Wikipédia, à quoi bon lire. Aujourd'hui, en Occident, en Europe, et c'est un fait politique majeur, il est patent que le progrès a échoué, qu'il n'a pas tenu sa promesse fondatrice, qui était celle du bonheur. C'est injuste, le bonheur est une idée neuve en Europe et en France. C'est une idée neuve qui a failli. Le grand progrès du siècle que nous vivons est de nous faire douter du progrès. L'indicateur de cet échec, dans une société sécularisée, déchristianisée, qui n'est plus reliée à aucune transcendance, il est simple à trouver. Il est dans la croissance exponentielle de la production, de la consommation, du trafic de drogue à l'échelle de la planète, en France et en Europe. Le chiffre d'affaires mondial du trafic des stupéfiants n'est dépassé que par le commerce de l'alimentation et celui du pétrole. Il est devant celui des médicaments. Alors ajoutons une spécificité française, celle de la consommation. Nous sommes les champions du monde, les rubans bleus, de la consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. 10% de la population en achète, 65 millions de boîtes chaque année. Ces chiffres mesurent le décalage entre le bonheur promis par le progrès, l'émancipation, l'autonomie contre l'hétéronomie des religions, des vieilles croyances, de la tradition, du conservatisme. Vous allez voir, l'homme va être émancipé. Il est drogué, il est sous anxiolytique. Entre le bonheur promis et le bonheur réel. Le coût de l'impératif du bonheur. Il faut être heureux. C'est-à-dire l'hédonisme prescrit comme un passum. Soyez heureux. Eh bien, ils ne le sont pas. Alors, pour terminer, mesdames et messieurs, longtemps, nous, ici, nous avons voulu croire avec Gramsci que les victoires idéologiques préparaient et annonçaient les victoires électorales. Que l'hégémonie culturelle était le préalable à la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, moi, je suis enclin à penser que les victoires idéologiques peuvent se passer des victoires électorales. Pour peu qu'elles impulsent, même par des voies détournées, je dirais surtout par des voies détournées, de profonds changements politiques. C'est peut-être ce que nous vivons. Je dis bien peut-être, parce que je ne me fais aucune illusion. Mais on en parlera tout à l'heure, puisque je pense que vos questions porteront sur l'actualité. N'importe quel gouvernement, je ne parle pas d'un gouvernement de gauche, mais autre qu'un gouvernement de droite, peut avoir les moyens d'agir
qu'un gouvernement de droite n'a pas dans ce pays. D'ailleurs, parce qu'il y a la puissance du lobby médiatique, celle des syndicats, les inhibitions propres au personnel politique de la droite qui l'interdisent d'agir. Alors, n'en déplaise, je sais bien que le contexte n'est pas le plus entraînant, que nous sommes dans une espèce de morosité après cette élection présidentielle, mais n'en déplaise aux Géniards et aux Cassandres, à courte vue, moi je crois qu'en dépit des apparences, nous avons toutes les raisons d'espérer. Alors, si les raisons d'espérer, c'est d'avoir un bon ou une bonne candidate pour 2022, un homme ou une femme présidentielle, je vous l'accorde, nous n'y sommes pas. Mais elles sont, à mon avis, plus profondes et plus sérieuses. Je les ai passées en revue ce soir. République, démocratie, progrès. Les mythes fondateurs de nos adversaires sont en voie de décomposition. Et on peut le dire aujourd'hui, et tenir le discours que je vous tiens, sans attirer finalement, alors certes, des contradictions, mais elles ne sont ni véhémentes ni discriminatoires. Parce que le procès de cette mythologie, eh bien, il repose sur des réalités difficilement contestables. Les mythes fondateurs de la gauche sont en pleine décomposition. Tout indique, mesdames et messieurs, qu'un cycle triséculaire est en train de s'achever. Moi, je crois que le jour approche où nous pourrons dire, comme René Viviani, qui fut président du Conseil en 1914 et qui n'était certes pas de notre camp, mais qui décrivait une autre réalité, mais cette réalité est en train de devenir la nôtre et il faut nous en réjouir. Nous avons éteint 3 étoiles au ciel de France. Personne ne les rallumera plus, jamais. Jean-François, vous avez prévenu, ça a ruisselé. Hein. Donc, maintenant, à vous de poser des questions. Mais alors, une petite règle du jeu que vous n'observez pas très souvent et qu'il faut absolument observer ce soir. Vous êtes extrêmement nombreux. L'exposé passionnant de Patrick Buisson a duré un peu plus longtemps que nos exposés habituels. Donc, je vais vous demander de vous présenter avant de poser votre question et de poser une question et non pas de vous lancer dans une grande théorie personnelle qui serait très intéressante, mais ceux qui ont des théories personnelles, je leur suggère d'écrire un livre. Ils seront les premiers invités du cercle Paul Vendôme pour venir développer leur point de vue. Voilà. Donc des questions courtes. On va commencer par... Alors, 1, 2, 3. Frédéric Goulet, une question très courte. Vous avez exprimé votre déception sur l'absence de proportionnel. Ne pensez-vous pas que le rétablissement de la proportionnelle viendrait à créer la situation que vous décriviez en préambule, de finalement donner le pouvoir à des minorités, et uniquement à des minorités successives qui, par arrangement entre la majorité et les minorités, leur conférerait un pouvoir non représentatif? Alors, cher monsieur, si vous avez pris mon propos pour un plaidoyer en faveur du suffrage proportionnel, je pense que, non pas vous êtes trompé, mais j'étais un peu au-delà de cela. Hein. Je faisais le constat que notre démocratie représentative n'est plus représentative. Le problème n'est pas de savoir quelle dose de proportionnel il faut introduire ou pas. Je pars simplement de ce constat. Pourquoi y a-t-il une crise politique en France? Pourquoi les Français s'éloignent de plus en plus de la politique par l'abstention ou par le vote protestataire, parce qu'ils estiment ne plus être représentés. Et je n'ai jamais vu, en tout cas dans l'histoire, vous allez me dire, il y a la 4e République. La 4e République, c'était un peu particulier. Tout le monde voit aujourd'hui que malgré, je veux dire, grâce à la constitution de la 5e République, petit à petit, le Parlement a décliné et n'exerce plus de réel pouvoir. Il s'agit d'une chambre d'enregistrement. Je ne vois pas en quoi une représentation plus fidèle des sensibilités politiques en France pourrait nuire à l'exécutif. D'ailleurs, sous la 5e République, la proportionnelle a été rétablie par M. Mitterrand en 1986, si je ne m'abuse. Ça n'a pas empêché Jacques Chirac d'avoir une majorité et de gouverner. Bon. En revanche, c'est en rétablissant le scrutin majoritaire en 88 que Mitterrand n'a plus une majorité. Il a dû faire appel aux centristes. C'était l'ouverture, vous vous en souvenez. Donc, cette histoire de mode de scrutin, elle est secondaire par rapport à un fait politique majeur, c'est que nous ne pouvons plus dire
que nous sommes dans une démocratie représentative à partir du moment où nous créons les conditions de la non-représentation de 90% des Français ou 80% des Français. Voilà. Alors, monsieur d'abord, vous ensuite, vous poserez vos questions devant votre micro tout à l'heure, vous n'avez pas le droit à la parole. Monsieur va vous interviewer après. Oui, bonjour. Bonjour. Il faut se présenter. Oui. Alors, je suis belge, je suis un ancien ambassadeur et j'ai écouté votre conférence avec un intérêt considérable. Vous avez Je vous parlé remercie. beaucoup de la République, vous avez parlé de la monarchie. Ici, nous sommes dans un système monarchique. Mais on appelle ça souvent une monarchie républicaine. Et en réalité, nous sommes exactement dans le même bain que celui qui est le vôtre en France et qui est celui de beaucoup d'autres pays de notre cher continent. Donc ça veut dire que bon, nous en sommes exactement là où vous en êtes. Maintenant, je voudrais vous poser deux petites questions. Un, pour la question migratoire. Ici, c'est un problème majeur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer avec le gouvernement de ce pays-ci, mais il a des difficultés sérieuses à cause de ce problème-là. Et puis, deuxièmement, je voudrais avoir votre opinion sur la marche que nous sommes en train de vivre et de suivre vers l'Europe. Ici, on parle toujours d'une Europe fédérale. Fédérale, c'est ce qui est défendu par M. Cohn-Bendit, que vous connaissez fort bien, et qui est défendu aussi par un ancien Premier ministre de ce pays-ci. Voilà, je ne voudrais pas abuser. Voilà, j'ai deux petites questions, mais qui me paraissent essentielles. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour ces deux petites questions. Je suis donc reparti pour 1h15 de conférence, puisqu'il s'agit de l'immigration et de l'Europe. Comment voulez-vous que je réponde à ces deux questions qui sont certes des questions majeures? Vous avez tout à fait raison, en 3 minutes. Hein, voilà. Propos sur l'immigration. Je peux vous dire mon sentiment sur la situation française, puisque moi je l'ai vécu à une certaine époque de l'intérieur. C'est-à-dire que au moment des élections, on tient un discours qui est un discours de régulation de l'immigration, et personne ne s'est donné les moyens politiques de cette régulation. Mais au-delà des moyens, il y a une question de volonté. Alors, on entend aujourd'hui le discours qui est celui du ministre de l'Intérieur, la loi qui est en débat en France. Ce sont, je veux dire, des leitmotifs auxquels nous sommes habitués. Je constate que le propos de l'exécutif et d'Emmanuel Macron est en décalage par rapport à sa campagne présidentielle, qu'il fait montre d'un plus grand réalisme. Je suis à peu près persuadé que ce réalisme s'accompagnera d'une inertie totale, vous le savez bien. Pour remettre en cause notre politique migratoire, il faut remettre en cause le pouvoir des juridictions qui font la loi en France, c'est-à-dire le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et, in fine, les institutions européennes. Donc, l'autonomie politique, sauf à renverser la table, Sarkozy s'est interrogé à un moment, et cette interrogation a été furtive, sur cette réalité, à savoir que retrouver la maîtrise de nos frontières, imposer une législation qui nous protège en matière d'immigration, impose des ruptures qui nécessitent ou commandent une volonté politique qu'aucun de nos gouvernants n'a eu jusqu'à présent. Alors, je pense que le discours de Macron va ressembler à celui de Nicolas Sarkozy et qu'il sera suivi de la même absence d'effet. Deux mots sur l'Europe. Ouais, enfin. Messieurs, bonsoir. Monsieur l'ambassadeur a un peu pris ma question, mais je dis un peu. Je voudrais vous interroger sur la question du grand remplacement, parce que vous avez parlé des questions migratoires. Vous avez fait pendant toute votre conférence énormément d'écho à la situation, au contexte de la guerre en Vendée. Et moi, je m'attendais, pour vous dire tout franchement, que vous parliez tout à fait naturellement de cette question-là. Alors, c'est pas tout à fait la question migratoire, c'est une question intérieure en quelque sorte. Voilà, je vous remercie. Alors donc, si j'ai bien compris, votre question porte sur l'identité. J'ai donc j'aurais besoin d'autant de temps que pour répondre à la question qui m'a été posée, parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je parlais tout à l'heure d'insécurité culturelle, vous parlez du grand remplacement. Il est évident que... Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas?
Moi, l'interrogation qui est la mienne, j'avais cru, et là je confesse peut-être une erreur. Vous savez, un politologue, on n'appelait pas ça comme ça, quelqu'un qui faisait des sciences politiques avant-guerre, qui s'appelait Thibaudet, avait théorisé ce qu'il appelait le sinistrisme sous la Troisième République, c'est-à-dire la dérive à gauche de la politique française. Et c'était la réalité, d'ailleurs, apparaissaient à chaque fois des partis qui repoussaient les partis de gauche vers le centre-gauche. Il y a le parti radical, puis le parti de la SFIO, qui poussait un peu les radicaux vers la droite, puis il y a le parti communiste qui a poussé la SFIO et le parti radical et le centre un peu plus vers la droite. Cette dérive sinistriste, c'était la logique à laquelle nous étions confrontés depuis la Troisième République. J'ai pensé, au début des années 2000, qu'était en train de se mettre en place l'exact pendant, le pendant contraire, je veux dire, du sinistrisme avec un dextrisme. C'est-à-dire que le contexte international privilégiait les problématiques dans lesquelles la gauche n'avait plus rien à dire. L'identité, les frontières, le protectionnisme et même l'écologie, d'une certaine manière. Et que donc, il y aurait une dérive droitière qui ferait que l'ensemble de la classe politique serait porté par le même mouvement, mais en sens inverse que celui qu'a porté la classe politique française sous la Troisième République. On en a vu d'ailleurs les symptômes ou les syndromes. La candidature Sarkozy, ça a été ça. Finalement, si j'arrive à lui faire campagne en 2007 sur le thème de l'identité nationale et la création d'un ministère de l'identité nationale, pas républicaine. À l'UMP, ils étaient tous pour l'identité républicaine. Mais la France a existé avant la République. Il faut quand même, on ne peut pas évacuer plus de 1000 ans d'histoire. Et donc, l'annonce de la création d'un ministère de l'identité nationale était le signe de cette victoire idéologique, c'est-à-dire de ce mouvement d'extrémisme qui faisait que finalement, même le personnel politique qui n'était pas acquis à cette idée, y venait progressivement. Alors, on a un peu de ça dans aujourd'hui l'évolution d'Emmanuel Macron, si timide soit-elle, et si peu suivie de mesures concrètes qu'elle sera, parce que je n'en doute absolument pas, mais en même temps, on a eu l'élection de Macron. C'est-à-dire que dans un contexte où on pensait que, justement, la droite ne pouvait pas perdre cette élection, compte tenu de ce nouveau paysage idéologique. Alors certes, l'hégémonie culturelle de la gauche est ébranlée, mais elle est toujours là. Mais on voyait bien quand même que dans l'électorat, ce mouvement de fond était un mouvement puissant. Il a échoué. Il a échoué. On a l'élection d'un homme qui portait, du moins au moment où il était candidat, le visage du mondialisme, du sans-frontiérisme, de tout ce que nous combattions. Alors, cette question de l'identité culturelle, évidemment, elle est centrale. Je pense que les Français y sont fondamentalement attachés parce que nous mettons dans le mot culture, 1000 réalités. La première des réalités, c'est leur mode de vie. Oui, ils sont attachés à cela. Oui, c'est quelque chose qu'ils veulent préserver. Et pourtant, Emmanuel Macron, porteur de ce projet sans frontiériste, a été élu par plus des 2/3 des voix. C'est l'un des paradoxes dont nous avons eu à souffrir lors de cette élection présidentielle. Je pense que cette demande face à ce que vous appelez le grand placement de défense de l'identité nationale est tout aussi forte et puissante qu'elle l'était il y a 1 an ou 2 ans. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de forme politique ou de forme partisane. Elle s'exprimera sans doute à travers d'autres supports, d'autres médias, au sens vecteur, que la protestation politique ou la contestation politique. Pour l'instant, il faut bien reconnaître que ce soit le Front National ou la droite dite de gouvernement, elles sont toutes les deux dans un impasse qu'ils n'avoueront pas, ou sauf dans les conversations privées, parce qu'ils n'ont pas de débouché, ils n'offrent pas de débouché politique immédiat. La droite a perdu l'élection imperdable. Quant au Front National, il n'a pas été capable de monter un projet politique crédible, susceptible en tout cas de le désenclaver. Bonsoir, monsieur Buisson. Bonsoir, monsieur. Donc, au-delà du problème des frontières, au-delà du problème de l'immigration et du délire immigrationniste contemporain, subsiste un problème démographique. Il y a un différentiel entre la démographie des populations issues de l'immigration qui est majeur.
Donc nous sommes à une course contre la montre, entre un réveil nationaliste identitaire et cette démographie qu'on ne contrôle pas en sus d'une immigration parfaitement incontrôlée. Mais ce que vous dites C'est pas est... vraiment une question, Mais ce que vous dites est tout... Oui. Et que pensez-vous du concept de la rémigration qui se posera un jour? Ah ouais, après le remplacement, la rémigration. Bien là aussi, il est très difficile de répondre brièvement à cette question. Moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé dans le discours public, c'est de voir la parfaite concomitance, la parfaite convergence, la parfaite congruence entre ceux qui font partie de ce qu'on peut appeler le lobby immigrationniste, qui vous explique, les Européens, que compte tenu de notre démographie, et encore nous ne sommes pas les plus mal lotis, il y a l'Allemagne, même l'Italie, l'Angleterre, eh bien nous aurons besoin de la main-d'œuvre immigrée, que c'est inéluctable, qu'il y ait là une sorte de fatum, de fatalité à laquelle on ne peut pas échapper. Le discours pro-immigrationniste, du lobby pro-immigrationnisme, s'accompagnait toujours de l'évacuation de toute politique familialiste en Europe et en France. C'est-à-dire que vous n'avez aucun pro-immigration qui se préoccupe des questions de démographie. Aucun. C'est pas dans leur champ mental, dans leur champ intellectuel. C'est quelque chose qui est... Donc, le projet migrationniste, c'est un projet politique en soi. Hein. L'argument qui consiste à dire nous avons besoin de main-d'œuvre, la réplique consiste à dire encourageons la natalité en Europe. Jamais, à aucun moment, cette question de la démographie européenne n'est posée par les immigrationnistes. Il y a là quelque chose comme de troublant. On voit bien que il y a un projet qui peut-être s'apparente à ce que monsieur appelait, et ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement, mais c'est vrai qu'il y a cette déconnexion apparente. Alors, les mêmes démographes vous disent oui, mais vous voyez, regardez, le taux de fécondité des femmes maghrébines ou africaines, comme les mœurs occidentalistes, est plutôt en voie de diminution. Oui, c'est vrai, c'est pas 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, c'est plutôt des taux de fécondité autour de 3. Mais ça reste très supérieur, évidemment, au taux de fécondité des femmes européennes, occidentales ou françaises. Évidemment, rien dans la politique, dans l'absence de politique familiale menée par tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais avec toutes les mesures fiscales que vous connaissez et qui ont accompagné ce rejet de toute volonté nataliste ou de tout dynamisme, d'encouragement au dynamisme démographique de la part des pouvoirs publics. Aucun des gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans n'ont abordé cette question, qui évidemment est une question de fond. Alors vous dites, voilà, effectivement, il y a ces évolutions en cours, et avec ce type d'argumentaire, force est de constater, oui, que c'est vrai que sur le fond, vous avez raison, mais surtout, c'est un dévoilement aussi du projet de ceux qui font partie de ce lobby immigrationniste, puisque la question nataliste et démographique est totalement absente de leurs propos, totalement absente de leur... Alors que c'est quand même une responsabilité, quand on est au pouvoir, que de s'occuper des affaires de démographie ou d'avoir une politique familiale. Oui. Alors, encore quelques questions, on va en prendre 3 ou 4, parce qu'après, il faut quand même que Patrick Buisson ait le temps de vous dédicacer ces livres, qui sont en vente libre là-bas. Bonjour, Lionel Balland de Boulevard Voltaire et Euroliberté. Je voudrais vous poser une question sur les relations qu'entretiennent les partis du système avec les partis patriotiques. On constate au sein de différents pays d'Europe que les conservateurs n'hésitent pas à gouverner avec les partis patriotiques, par exemple en Norvège ou en Autriche ou autrefois à plusieurs reprises en Italie. Mais également des partis de gauche n'hésitent pas à gouverner avec des partis patriotiques, par exemple en Slovaquie ou dans des 9 États autrichiens, voire en Grèce où les post-communistes de Syriza gouvernent avec le parti patriotique, les Grecs indépendants. Comment expliquez-vous qu'en France, ni la droite ni la gauche n'acceptent de gouverner à quelque niveau de pouvoir que ce soit avec le Front National? Merci. Bien, ça tient évidemment beaucoup à notre histoire nationale. Hein. Donc là, on ne va pas la refaire, ce serait beaucoup trop long. La libération, le gaullisme est né sur les vestiges politiques de la droite conservatrice, tout en reprenant son fond idéologique ou psychologique, si vous voulez. Mais la rupture ou la césure qui s'est faite là est une fracture qui n'a jamais été réduite. Voilà.
et notamment à droite, même si la droite, comme je le disais tout à l'heure, a évolué idéologiquement. Il y a eu un certain nombre d'impulsions depuis une dizaine d'années. Quand je dis évoluer idéologiquement, ils ne font que retrouver ce qu'était le programme, par exemple, du RPR dans les années 80. Mais bref, ils ont, après de main des tours, ils sont revenus à un certain nombre de conceptions politiques. C'est encore assez confus, il n'y a pas de véritable... Cette vision politique ne s'appuie pas sur une vision historique. Hein, malheureusement, le personnel politique n'est pas à un niveau. Hein. Là encore, on constate ce que Monterlo appelait la perte de la qualité humaine. Elle vaut pour le personnel politique de droite comme de gauche. Donc, les pesanteurs de l'histoire font que cette rupture et le fait que les idées nationales aient été portées peut-être par Jean-Marie Le Pen, par sa fille après, font que cette fracture est absolument irréductible. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la prise de conscience, je dis bien de nouveau, ça a une dizaine d'années, qu'il n'y a pas de victoire possible en France sans l'addition des forces conservatrices, plutôt traditionnelles, et de l'électorat populiste. La seule équation qui peut permettre ouvrir l'espérance du pouvoir, c'est l'alliance de ces deux forces. Ça a été l'équation qui a permis au RPF en 1947 de remporter les élections municipales, l'équation qui a permis à De Gaulle en 1958 de marginaliser le Parti communiste qui avait beaucoup reculé et de retrouver le pouvoir, et à une échelle plus modeste, l'équation électorale que nous avons mis en place en 2007 pour faire élire Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire l'alliance d'électorat de droite traditionnelle, conservateur, avec un électorat populaire auquel la droite ne parlait plus depuis une décennie, enfin depuis l'ère Chirac en gros. Voilà. Donc, faute de retrouver cette alchimie électorale, et les uns et les autres, le Front national et les Républicains, sont condamnés à une impasse politique. Car il n'y a pas pour l'instant quelqu'un qui est capable de faire cette symbiose et de faire les passerelles pour que se réunissent les deux électorats. Il y a eu le moment Sarkozy avec le gâchis que vous connaissez, on ne va pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, Wauquiez est sur une ligne politique qui n'est pas très différente de celle que je défendais, et pour cause, mais il n'est pas en situation de réunir les deux électorats. Pour de multiples raisons qu'on pourrait évoquer si ça vous intéresse, mais ça risque de nous emmener, là encore, très loin. Une autre question. Jeune homme. Monsieur Buisson, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence. Je m'appelle Timothée Tchekopar. Je vous poserai une question peut-être de républicain et de gauchiste. Simplement, c'est sur le génocide vendéen. Je suis moi-même assez attaché à l'épopée vendéenne. Par contre, je voudrais savoir un peu quel est votre point de vue sur ceux qui aimeraient le faire peut-être reconnaître un petit peu plus par l'État, par la société française de manière générale, le faire un peu plus connaître. Est-ce qu'en fin de compte, ça ne participe pas à cette course un peu mémorielle, à cette surenchère mémorielle qui, en fin de compte, fait plus de mal que de bien au roman national et donc à la cohésion nationale? Mais, monsieur, je vous remercie de votre question. Je suis évidemment pas un adepte de la repentance, mais comprenez bien, moi, mon propos n'était pas un propos anti-républicain ce soir. Si vous l'avez compris comme tel, je me suis fait mal comprendre. Moi, la res publica, le service du bien commun, de la chose publique, c'est évidemment le souci que nous avons. Le problème, c'est que leur République, celle qui fonctionne, ne se préoccupe pas de ça. Elle donne des droits à des minorités, c'est une République communautarisée qui n'est en rien en charge du bien commun. Donc, mon propos n'était pas un propos anti-républicain, il était tourné contre la conception qu'ont les républicains d'aujourd'hui de leur République, celle en tout cas des valeurs républicaines qu'ils mettent en avant. J'ai voulu rappeler, dans un historique peut-être un peu long, ce qu'étaient leurs valeurs républicaines, pour les distinguer des nôtres. Pour le reste, vous me parlez de surenchère mémorielle. Quand même, ici, l'enjeu, justement, n'est pas mince. Comment voulez-vous que nous combattions le terrorisme auquel nous sommes confrontés sans avoir une claire conscience des moyens que nous devons lui opposer? Comment voulez-vous que nous laissions dire et faire croire que les valeurs républicaines ou la laïcité vont nous permettre de contenir le djihadisme si nous ne remettons pas en cause les fondements même de cette imposture, ou du moins de ce quiproquo, qui préside aux références de nos adversaires? Cette opération de clarification me paraît absolument nécessaire, parce que vous avez vu, tout en découle. République, démocratie, progrès. Il y a un continuum idéologique auquel nous sommes confrontés depuis 2 siècles. Aujourd'hui, l'historiographie, les recherches nous permettent d'engranger un gain idéologique important.
comme à la bourse, on fait un aller-retour et on prend son profit. Eh bien moi, je pense qu'il faut prendre son profit. Je vois même l'historiographie républicaine, Jean-Clément Martin, n'arrive plus à contester ces faits. Alors bon, comprenez, le débat à la télévision, dans les médias, est toujours un débat faussé, il ne va pas à l'essentiel. Qui un jour dira, mais qu'entendez-vous par valeur républicaine? On aura fait un grand progrès quand on aura balayé tous ces faux semblants, tout ce qui nous empêche effectivement de combattre l'adversaire, mais avec, je veux dire, un univers mental qui soit nettoyé de tout cela. Sinon, bien sûr que nous sommes... Là, je pourrais vous parler de la manière dont la laïcité, non seulement, ou le laïcisme, on va dire, pas la laïcité, le laïcisme, n'est pas une antidote à l'islamisme, mais comment il est à l'origine de la radicalisation de l'islamisme. Ça, je suis intéressable. Ce sera une autre conférence. Encore 2 questions. Allez, 2 questions, ensuite nous passons à la signature des livres, quand même. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Buisson, merci d'être venu ici à Bruxelles pour votre exposé. Et ma question est justement pour revenir sur votre exposé, parce que je suis resté un peu sur ma faim. Sans doute, peut-être que j'ai mal compris. Donc, votre question de début problématique, c'était la crise de la légitimité. Oui. Vous avez fait tout un rappel historique sur, Oui. avec la crise de la Vendée et l'imposture des gens de la Convention de la République, comment Oui, on a oui. mis de côté les bases populaires. Et alors, à un moment donné, votre exposé, moi j'attendais un peu une solution, une voie d'avenir pour les années qui se présentent à nous. Et vous avez parlé du mot de l'incarnation, que ce serait le seul mot dans lequel les Français pourraient se retrouver par rapport à comment Macron, sa tentative de passer le pouvoir. Alors je me dis, mais derrière ce mot, vous pensez à quel régime politique et sous quelle modalité de vie politique? 3e conférence. Alors, juste en un mot, je dis simplement qu'il fallait acter le fait qu'un homme élu plutôt par les voies de gauche, venu de la gauche, on arrive à donner du pouvoir une forme, une représentation qui est celle à laquelle nous, hommes de droite, aspirons parce qu'on sait qu'elle correspond aux besoins fondamentaux de notre peuple. Vous savez, je ne suis pas du tout, je ne reconnais pas du tout la classification de M. Raymond sur les droits de bonapartistes légitimes, ça, mais il y a une aspiration à la personnification du pouvoir en France. Ça fait partie de notre culture politique profonde. Or, je dis, il ne faut pas passer par profit et perte, tenir pour négligeable le fait qu'un homme venu plutôt de la gauche, un homme jeune, qui n'appartient pas à notre monde culturel, ait compris cela. Alors évidemment, il ne suffit pas d'incarner le pouvoir en leur donnant une certaine dignité, c'est un caractère sacré. Hein. Le basileus, c'était celui qui avait une dimension sacrale. Il faut encore que cette incarnation soit au service d'une politique. C'est toute la question du macronisme. Moi, je ne suis pas un macroniste inconditionnel. Je constate simplement, on parlait tout à l'heure d'évolution globale, que la guerre des idées, que les grandes mythologies politiques qui font l'histoire, c'est pas l'économie qui fait l'histoire, ce sont les mythes politiques. Eh bien, ceux qui ont permis le succès de la gauche pendant 2 siècles sont en voie d'altération, de décomposition. Voilà quel était mon constat. En vous donnant ces exemples précis, et notamment à travers le fait Macron, qui me paraît très intéressant parce que très révélateur. Maintenant, encore faut-il que cette incarnation du pouvoir soit au service d'une vraie politique. On peut aimer l'autorité comme fonctionnalité, les médias en usent par la séduction. Il n'y a plus de pouvoir transcendant, l'autorité vient plus d'en haut, on essaye simplement l'émotion supplante la réflexion. Mais nous, ce que nous voulons, c'est une autorité légitime et transcendante qui soit au service d'une politique. C'est-à-dire l'autorité non pas comme fonctionnalité, mais comme transcendance, et reconnue comme telle par les Français. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un propos inactuel. Je pense que fondamentalement, cette aspiration-là fait partie de la tradition française. Maintenant, aucune personne à droite, depuis De Gaulle, qu'on le veuille ou non, n'est arrivé à l'incarner. La dernière question. Merci monsieur pour ce très bel exposé. Mon nom c'est Pierrette Jambou. Je suis une femme. Donc en tant que femme, je vais vous poser une question qui nous intéresse. Pensez-vous que dans le contexte historique dont vous avez positionné donc la République,
on peut imaginer qu'une femme puisse avoir un rôle de présidente en France. Bien, justement, madame, votre question est très intéressante parce que c'est la réflexion que j'essayais d'ouvrir tout à l'heure. La tradition qui procède de notre histoire, et pas simplement en France, hein, nous sommes un pays latin, c'est vrai, c'est que l'État était identifié au pouvoir paternel, et donc, en fait, à l'image de Dieu, quoi, voilà. Et cette tradition, elle est... Comment ? Oui, mais bon, l'exercice du pouvoir, c'était ça, c'était la figure du père. Et cette tradition s'incarne d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, à travers de Macron. Force est de reconnaître que les candidatures féminines jusqu'à présent à la présidence de la République n'ont pas eu de succès. Il y a peut-être même de moins en moins de succès, parce que Ségolène Royal avait fait 47%, et que Marine Le Pen n'en fait que 33%. Il vous a pas échappé que dans un pays qui n'est pas latin, un pays anglo-saxon, la candidature d'Hillary Clinton, donnée victorieuse par tous les augures, a échoué face à ce que la presse nous présente comme un énergumène. Moi, je ne me prononce pas sur le fond, hein, voilà. Donc, moi, je pense que la femme est tout à fait capable d'incarner une autorité politique, mais je vois aussi que les mœurs et les mentalités, nous ne sommes pas l'Allemagne, hein. Nous ne sommes pas l'Allemagne, nous n'avons pas vécu le conditionnement de l'Allemagne dans l'après-guerre, la culpabilisation, les mentalités n'étaient pas prêtes pour l'exercice du pouvoir par une femme. Il y a eu d'ailleurs une tentative très brève, ça a duré moins d'1 an, c'était Edith Cresson, vous vous en souvenez, au poste de Premier ministre. Depuis, gauche ou droite, personne ne s'y est aventuré. Chez des transgresseurs et des briseurs de tabous que représente notre classe politique, c'est quand même un fait assez notable pour être relevé, hein. Non pas que la femme ne puisse pas incarner cette idée d'autorité ou de transcendance. Encore une fois, pays de tradition chrétienne, le sacerdoce, c'est les hommes. Enfin, tant que le pape François n'en a pas décidé autrement. Moi, je ne dénie aucune... il y a chez les femmes toute la capacité à incarner cette autorité. Notre tradition n'a pas permis que, et à droite comme à gauche jusqu'à présent, personne n'a pris ce risque, sauf les socialistes en 2007 face à Nicolas Sarkozy, et encore, vous le savez, dans quelles conditions, à reculons, puisque Ségolène Royal n'a pas été vraiment soutenue par les socialistes. Voilà. Bien, ce sera la dernière question qui va favoriser la transition, puisque pour la première fois, le prochain orateur du cercle Paul Vendôme sera une femme. C'est la première. Je vous recommande vivement de venir nombreux à cette conférence qui sera passionnante. Elle s'appelle Elena Perrou, elle est absolument inconnue de vous tous. C'est une agrégée d'allemand, elle a été au cabinet de Chirac, elle a été la patronne du centre culturel français à Saint-Pétersbourg. Elle est à moitié russe, elle vient d'écrire un livre absolument remarquable sur Vladimir Poutine, qui s'appelle Un Russe nommé Poutine, qui est un livre tout à fait honnête et surtout extrêmement bien documenté. Et je vous rappelle que cette conférence qui aura lieu donc le mardi exceptionnellement, puisqu'on le fait d'habitude le mercredi, mardi 28 février, ce sera 3 semaines à peine avant l'élection présidentielle russe, qui verra probablement Vladimir Poutine réélu, et peut-être même au premier tour. Probablement. Donc je vous recommande vivement cette conférence. Ce livre est absolument passionnant, il est extraordinairement documenté. Mardi 28 février, ici à 19h. Voilà. Le mardi est un 27. Ah, 27, pardon. Alors, voilà. Bon, bah, alors mardi 27. Oui, c'était. Ça devait